Bonjour, bienvenue pour la deuxième partie de cette deuxième journée Omnivore Nord sur Sierra Food Forum. Tout à l'heure, on était avec Alaude Lefebvre, on a parlé des sublimeurs. Et ben voilà, on est sur une scène sublimeur avec un maraîcheur engagé. C'est le titre du plateau. Je vous demande de l'applaudir. Stéphane Mille de Terre à Terre, à la Madeleine sous Montreuil. Et pour sublimer les sublimes produits de Stéphane, il y a à côté le chef du château de Montreuil, Ludwig Ducates. Je vous demande de l'applaudir aussi, s'il vous plaît. C'est une histoire entre vous qui construit beaucoup de ta cuisine, le produit et comment tu vas l'utiliser. Tu vas mettre en illustration un certain nombre de choses qui viennent de chez Stéphane aujourd'hui. Est-ce que tu peux déjà nous mettre l'eau à la bouche et nous dire ce que tu vas préparer, Ludwig? Ouais, donc là on va travailler sur le petit. Ouais. Là. On va travailler sur le petit pois, alors qui vient direct de Stéphane. On va présenter quelques produits aussi que j'ai rapportés, qu'on fait lacto-fermenter avec des fraises vertes. On a aussi les tomates de l'année dernière qui n'ont pas mûri, donc du coup qu'on a mis en lacto-fermentation aussi pour pouvoir les consommer derrière. Et donc là on va partir autour du petit pois avec de l'araignée, la fraise verte, la glace petit pois, une kombucha sur eau, et c'est tout. C'est très bien déjà. C'est déjà pas mal. Et en plus, on va pouvoir goûter des choses. Hein. Ouais. C'est la fête. Le château de Montreuil, c'est à Montreuil-sur-Mer. Ça paraît logique, mais ça fait combien de temps ton histoire là-bas? C'est quoi? Alors là, ça va faire 1 an bientôt que je suis passé chef là-bas. Donc après, Stéphane travaillait déjà avec l'ancien chef, donc j'ai repris le fil du truc. C'est une collaboration que tu avais avec le chef avant depuis combien d'années? Avec Christian Germain. Ouais. Ça fait 13 ans. 13 ans. Ouais. Terre à Terre, c'est le nom de ton exploitation. C'est ça, ouais. Tu as commencé quand? En 2010. C'est une création d'entreprise. Hein. J'ai quitté un ancien travail. J'étais pâtissier aussi avant. Je travaillais en cuisine aussi, dans les hôtels, restaurants. Et puis j'ai changé de cap. Voilà. Je commençais à faire mon petit jardin chez moi. Hein. Un petit jardin de curé, quoi. Des petits carrés. Et puis c'est la passion qui m'a animé et j'ai continué. Je l'ai fait un peu plus grand. On a installé des serres. J'ai 1600 mètres carrés de serres. Serres froides. Enfin, serres froides. Je fais 44 actuellement. C'est assez difficile de travailler par la chaleur actuelle, quoi. Mais bon, on y arrive. Je travaille avec une dizaine de restaurants. Alexandre Gauthier, les 5 restaurants d'Alexandre Gauthier. Le restaurant de Montreuil-sur-Mer. Sur la zone. Et sur le vendredi aussi, je fais de la vente directe en particulier. Okay. Voilà. Engagé, c'est un adjectif que tu acceptes, que tu embrasses. Ouais, j'assume, ouais. Savoir que je ne suis pas bio, je ne suis pas labellisé bio. Je refuse le label, quoi. Je suis en raisonné, même plus qu'en raisonné, puisque je ne traite pas. J'emploie des produits bio, des plants bio, de l'engrais bio, mais je ne suis pas bio. Voilà. Tu refuses le label, pourquoi? Par la complexité que ça représente, c'est pas ça. Non. C'est au départ, j'étais parti là-dedans. C'est ce qui m'animait même. Mais je me suis rendu compte que on paye le label, c'est pas gratuit. Et en compensation, vous recevez des mails ou des SMS, quoi. L'accompagnement est pas si terrible, quoi. À mon goût, hein. Ça n'engage que moi. Hein. Donc voilà, j'ai suivi mon petit bonhomme de chemin. J'avais 40 ans, donc les fonds nécessaires pour démarrer, et puis je me suis lancé. Voilà. Est-ce que tu as le sentiment parfois aussi, on en a déjà ici parlé sur cette scène, que le bio est devenu tellement grand, il a aussi été récupéré, c'est plus tant une référence que ça finalement? C'est ça, là, actuellement, bon, ça n'a plus la cote, hein, avec la crise actuelle. Mais bon, je pense qu'ils vont s'en sortir, hein. Il n'y a pas de raison. Il y en aura toujours, bien sûr. Et il faut aller dans ce sens-là, hein, bien sûr. Hein. Mais moi, les clients ne me le demandent pas. Ils sont satisfaits des produits que je leur apporte. Voilà, tout le monde est content. Tout le monde est content, c'est le principal. Et Ludwig est content. Qu'est-ce que tu vas attaquer sur ces petits pois? Qu'est-ce que tu vas... Donc là, on va faire une poêlée de petits pois avec échalotes, la chair d'araignée de mer. À la fin, on la termine avec les œufs d'araignée de mer qu'on récupère. Des petites fraises lacto-fermentées au-dessus. Et à côté, alors on sert la glace petits pois. On récupère l'écosse de petits pois pour faire la glace.
servi avec une kombucha, une petite huile de poireau et un petit pickles de fraises vertes. Magnifique. Voilà. C'est les bouteilles qu'on voit là-bas? C'est ça, pickles de fraises vertes Et ici, la fraise lacto-fermentée juste là, et ici on a une kombucha au sirop. Tu vas attaquer. Donc là, Yes. ce sont des petits pois. C'est des petits pois qui viennent de chez Je vais toi. peut-être commencer Stéphane, tout de suite par la glace pour éviter glace, qu'elle fonde trop. ok. Ouais. Donc la glace avec l'écosse de petits pois. Cosse de petits pois, c'est une base de lait, donc lait de chèvre, cosse de petits pois qu'on fait blanchir, qu'on mixe avec le lait et après qu'on additionne avec un peu de sucre, du sel et un tout petit peu de jaune d'œuf. Stéphane, chez toi, le spectre des cultures que tu as, c'est très très large. Ouais. Les légumes de chaque saison, bien sûr. Là, actuellement, on est dans la taille des tomates. C'est les produits qui vont arriver là, d'ici une quinzaine de jours. Une trentaine de variétés de tomates de toutes couleurs, de toutes formes. Aubergines, poivrons, courgettes, pareil, beaucoup de couleurs. Une quarantaine de légumes environ, quoi, mais démultipliés par les tailles et les couleurs différentes. Ça représente pas mal quand même. Salade, pas mal. Je fais à peu près 22 000 salades, entre autres. Et puis 1000 plants de tomates à peu près. Donc tout seul, ça représente pas mal de travail. Ça fait du boulot. Ouais. Est-ce que c'est la question, évidemment, c'est l'éléphant dans la pièce, la question qu'on pose à tout le monde ici, à tous les agriculteurs qui sont venus. Ce changement climatique, pour toi, pour vous, il est déjà là. On le ressent. Ouais. On le ressent. Il y a des produits même que je vais certainement arrêter. Comme la betterave, par exemple, ça fait 2 années où ça monte en graines. On n'arrive plus, même en arrosant, à avoir de belles betteraves, quoi. Donc parfois, on a des déceptions. Mais bon, il faut faire avec. Ça tient. Faut subir. Il y a une modification dans les sols. Ça tient à le manque d'eau. Hein. À la Madeleine, on fait partie des 3 villages dans le Nord-Pas-de-Calais dont les nappes phréatiques sont très très basses. À la base, pourtant, c'est un marécage. Et on manque d'eau. C'est le vent du Nord qu'il y a eu cette année, par exemple, ça a eu un effet encore plus important là-dessus. Ça sèche, oui, ça dessèche le sol. Vous arrosez le matin pendant 3 heures, le soir, c'est de la poussière. Ça devient compliqué. En serre, on peut gérer. Système de goutte à goutte, de bâchage, de paillage, on gère. Mais extérieur, on ne gère pas. Tu dois faire avec ce qui est là. Mais donc réellement, tu es en train d'envisager supprimer des choses et d'en ajouter d'autres. Est-ce qu'il y a tout d'un coup des nouvelles productions qui arrivent? C'est souvent mon petit travail de l'hiver, c'est de potasser, d'aller sur Internet ou d'acheter des bouquins et d'essayer de trouver des nouveaux légumes. On a vite fait le tour, mais on trouve encore. Pas tant des légumes asiatiques ou autres, plus dans notre région, ce qui va bien, j'ai remarqué, c'est les légumes italiens. Bizarrement, dans le nord de la France, ouais. Je fais du trombocino, c'est une sorte de butternut, mais très long, très grand, qui fait 2 mètres de long. C'est impressionnant, et c'est bon. C'est comestible, c'est très bon. Je fais des chouquelles de Toscane. Voilà. Ça marche bien. Voilà. Avec les chefs, avec Alexandre, Gauthier, avec Ludwig, il y a des moments où il y a des échanges, où il y a des demandes qui viennent d'eux, où il y a des besoins auxquels tu réponds spécifiques. Souvent on me pose la question, mais en fait c'est eux qui s'adaptent à ma culture. Okay. Ils sont franchement pas difficiles. Ce qu'il faut respecter, c'est les tailles. On peut me demander une courgette comme mon petit doigt, ou très grosse justement. Tout est son contraire. Souvent avec Alexandre, c'est tout ce qui devrait être gros, ils veulent petit, et l'inverse. Voilà. Mais non, pas difficile du tout, au contraire. C'est un plaisir de travailler avec eux. Ouais. Ça devient aussi un peu un jeu d'avoir cet échange et cette relation avec des chefs. Ça anime, bien sûr. Ah ouais. Puis j'en suis fier. C'est ta clientèle principale, c'est l'essentiel de ton travail. 50-50, quoi. Ça représente à peu près 50%. Ouais. On parlait de ça avec Laurent Laden qui a ouvert 4 nouveaux restaurants, qui a monté un centre logistique à Bousquet pour arriver à en fait commander plus. Et il évoquait ce sujet-là de dire finalement si on commande 3 petits légumes bio de temps en temps ou 3 petits légumes bien faits chez un producteur, ça suffit pas et il faut passer à la vitesse supérieure, il faut soutenir et commander suffisamment. Ouais, souvent on a passé. Ouais. Souvent, c'est pour ça les chefs travaillent aussi avec des grossistes, avec des plateformes, c'est obligé. Moi, je suis sur un hectare, c'est une micro-ferme, c'est une micro-culture, mais je m'en sors bien quand même.
Ouais. Cet aspect logistique, ça prend du temps aussi. Comment ça se passe? Tu fais les livraisons toi, du coup, tu es tout Ouais. seul, hein, on a bien Je compris. Hein, suis sur seul sur c'est- l'exploitation. Heureusement que ma femme m'aide aussi pas mal pour la cueillette le jeudi, hein, puisque on livre le jeudi. Et j'ai pas de chambre froide, donc c'est vraiment du direct. Ça part du champ, ça arrive en Voilà, cuisine. tout à fait. Ouais. C'est vraiment de la terre à l'assiette, quoi. Ouais, pas de chambre froide. On fait avec depuis 13 ans. Ça se passe bien. On cueille, on livre. Hein. Tu as choisi ce nom terre à terre qui a évidemment aussi le sens Voilà. Ouais. d'avoir les pieds sur terre. Pas toujours, mais bon. Non, mais c'était important pour toi Ouais. de te dire que c'était. Il n'y a pas de tralala, il n'y a pas de trafic en fait. C'est ça. Les clients qui viennent à la serre le vendredi, hein, c'est ouvert au public. Hein, je vends dans la serre, ce qui fait que les gens voient ce qu'ils vont manger. Ils le voient sur pied. Hein. Les petits pois, vous les voyez. Vous pouvez les goûter même sur pied. Les tomates, c'est pareil. Parfois, je prends le sécateur et je me balade dans la serre avec les clients. En fin de journée, ouais, bien sûr. En fin de journée, on s'arrange toujours pour pas qu'il y ait de perte, bien sûr. Et on cueille comme ça au coup par coup. Ça plaît. Les gens sont contents. C'est aussi de revoir ce qu'on mange, de savoir ce qu'on mange, de toucher ce qu'on mange. Ça change tout. Ouais. Les gens s'habituent et retrouvent ça. Ils retrouvent. Hein, puisque parfois je reçois des commandes par SMS, on me demande des légumes qui sont franchement pas de saison. Hein, les gens sont un peu perdus maintenant. Hein. On trouve de tout dans les supermarchés à longueur d'année. Donc là, on retrouve vraiment les saisons. Mais ça, je m'y colle, quoi. Je m'y colle tout le temps. Ludwig, ça y est, tu as déjà fait un gros bout là. Ouais. Là, c'est la glace. Là, c'est la glace avec la kombucha et la petite huile de poireau. On va le faire passer ou tu vas le faire passer ouais. toi? Bon, alors, vous êtes servi directement par le chef. On peut faire avant que vous ayez les mains prises, est-ce qu'on peut applaudir Ludwig pour cette glace donc aux causes de petits pois? C'est important aussi de voir qu'il y a, on sait les chefs le font quasiment tous, mais qu'il y a l'utilisation de l'intégralité du produit, que tu n'as pas bossé pour qu'on sorte juste un petit machin et qu'on jette le reste. Oui. Les cosses, ils sont utilisés par exemple pour le petit pois. Hein, et on me demande parfois des petites choses aussi rigolotes, des poireaux crayons tout fins. On me demande du radis très petit, très petit, hein, des clous. Et en général, tout passe, quoi. Hein. Les fans des radis sont utilisés, tout, principe. Voilà. Tu parlais de la saison et on a évoqué ça aussi pas mal sur les précédentes scènes, sur le fait qu'il y a une saisonnalité spécifique en fait du Nord. Il y a des produits qu'on a dans le Sud très tôt, ils arrivent ici un peu plus tard. Les tomates par exemple. C'est intéressant aussi d'avoir cette saison décalée. Ismaël Guergenton disait on attend les asperges, mais en même temps les tomates on les a jusqu'en septembre. Plus que ça. Octobre. Ouais. Généralement, on va démarrer autour du 15 juillet. Voilà. Parfois une semaine avant, mais et ça on a beau faire. Hein. Même si je les sème mi-février, j'ai déjà fait des essais pour essayer de les semer avant. Non. Quand il fait trop chaud, la tomate se bloque et ne pousse plus. Hein, elle se protège. Donc qu'il y ait trop de chaleur, c'est pas bon pour ça non plus. Hein. Il faut normalement 26 degrés. 26-27 degrés en serre, c'est très bien. Là, actuellement, on est plutôt autour des 42-44 degrés. C'est trop. Hein. Mais pour en revenir à ça, 14 juillet à peu près jusqu'à fin novembre, quand tout va bien. Hein. Ludwig, tu parlais de ces tomates vertes donc, que tu as eues de chez Stéphane. C'est quoi l'histoire en fait? Elles étaient pas prêtes, elles étaient trop prêtes? En gros, à la fin de saison, au bout d'un moment, les tomates mûrissent plus. Donc moi, je les reprends pour les faire lacto-fermenter. En gros, c'est une vieille recette, hein, ça s'appelle les tomates à la russe. Donc on fait fermenter dans de l'eau et du sel, 2% de sel avec 1 litre d'eau, de l'ail et de l'aneth. Et ça qu'on laisse lacto-fermenter pendant 3 mois au frais. Et après, qui est bon à servir et qui peut se garder plus d'1 an. 3 mois? Ouais. Elles sont là dans le bocal? Elles sont juste ici, ouais. Devant? Juste là. Ok. Elles sont devenues blanches? Presque. Elles n'ont pas changé de couleur. Non, elles n'ont pas changé de couleur. C'est le liquide qui leur donne cette... Ouais. Ça, tu vas les là, c'est juste pour les montrer, mais tu les travaillerais. Alors, on les avait travaillés en janvier, en tout début de l'année, avec des huîtres.
On a fait une petite huître avec purée de pleurote, tomates lacto-fermentées, donc on faisait juste griller à la poêle. On les avait crus en brunoise aussi. Et à côté, derrière, on servait un petit béné d'huître avec la petite tomate grillée dessus. Tu pars sur les petits pois? Là, je pars sur la poêlée de petits pois avec l'araignée. Donc C'est ça. c'est ces petits pois qui ont été écossés, dont les cosses ont été utilisées pour la glace. C'est tu ça. vas les mettre, ils partent comme ça. Tu les as. Je les ai écossés une deuxième fois. Donc Ok. la petite peau, on l'enlève. Ça, on la garde pour faire de la poudre, Ok. qui est juste ici. Et qu'on met Poudre dessus. qui va servir. Qu'on met dessus. Ok. Là, c'est des échalotes Ouais, c'est ça. et on est sur du beurre, Non, huile. huile. Un tout petit peu d'huile. C'est Michael Bror est venu sur scène, j'ai été perverti par son amour du beurre. Les araignées de mer, elles viennent d'où? De Boulogne. Je comprends direct chez Martin. Alors on a pris l'araignée de mer parce qu'en ce moment, quand ils remontent les caisses de homards, ils sont plus remplis d'araignées que de homards en Bretagne. C'est ce qu'ils m'ont dit. Donc vu qu'il y en a énormément, le coût est très bas, donc on en a profité pour mettre en avant le produit qui est très peu utilisé souvent. Oui, l'araignée de mer, c'est un peu le parent pauvre de tous les crustacés, alors qu'en fait, ça a un goût assez intéressant. Ouais, ça ressemble un peu au tourteau, la chair. Au niveau de la texture, tu l'as simplement effiloché, l'araignée et, Alors on l'a cuit d'abord, ok. on l'a cuit, après on la casse délicatement pour récupérer les têtes pour servir dedans. Et on récupère toute la chair dans les pinces à l'intérieur, on récupère aussi les œufs puisqu'on prend de la femelle et du mâle. Donc quand c'est le mâle, il n'y a pas d'œufs, mais sinon on récupère les œufs pour terminer la poêlée avec les œufs. Donc ça, c'est les têtes d'araignée de mer que tu as vidées et nettoyées juste là. et Ouais. tu vas nous servir ce plat dedans. Et ça sent très bon. Les petits pois, on est sur quelle saison, Stéphane? Sur quelle périodicité en ce moment pour toi? Là, on est encore pour une quinzaine de jours. Ok. C'est un mois. C'est pareil, le petit Ouais. pois, la chaleur, ça lui fait pas du bien? Si, ça grille après. Hein. Le feuillage n'est pas beau actuellement, quoi, mais le poil est beau. Hein. Ouais, ouais. L'Écosse bien charnue, bien remplie. J'ai plusieurs variétés. Hein. Mange-tout, croquant. On a des mange-tout beurre, jaune, violet aussi. Là, c'est une variété ramante. Hein. D'ailleurs, je l'ai fait pousser sur des filets et ça grimpe à 2,50 m, 3 mètres de haut. Hein. Donc il faut l'escabeau pour la cueillette. Hein. Mais c'est productif. Ouais. Ils sont très sucrés, sont très bons. On va les goûter. Hein. Ouais, Le fait que tu sois sous serre, ça te permet d'avoir 12 mois de production. De faire plus de rotations, 2-3 rotations par an. Hein. Et tu as quand même une période de latence. Après l'hiver, arrivé là au mois de novembre, décembre, c'est tout, la terre se repose. Le maraîcher se repose aussi pendant un mois et demi. Et après, on remet ça début février, ça passe vite. Hein. Ouais. Ouais. On voit pas les saisons passer, quoi. Ouais. Tu pars sur les premiers semis, tu disais de tomates, c'est déjà février. C'est déjà février, ouais. Ouais, 15 février généralement. Ouais. Ludwig, tu es en train de trancher des choses. Oui, alors là c'est les fraises qu'on a fait lacto-fermenter, les fraises pas mûres, qu'on a à la ferme du Muret dans la Somme, à la limite de la Somme. Et donc ça qu'on fait fermenter dans une saumure sucrée-salée. C'est une semaine à l'extérieur, fermentation, une semaine au frais, et après ils sont bonnes à consommer. Après cru, ça se mange aussi, juste comme ça, mais c'est très acide. Et là, ça allège vraiment la fraise. Donc c'est de la fraise qui est cueillie avant maturité, elle est encore blanche. C'est ça. C'est ça. Ouais. La fraise pas mûre. Le travail sur la fermentation et d'apporter ces goûts, il y a quand même aussi des acidités qui sont apportées par ça. Ouais, c'est un l'acide élément lactique, important de ta c'est ça. cuisine. Hein. Ouais, je travaille beaucoup les acides. Donc en gros, la lactofermentation, c'est un peu... le sel mange les bactéries pour transformer ça en acide lactique, qui permet de donner la petite acidité qu'on retrouve dans tous les produits lactofermentés. Ça permet aussi de prolonger la saison, d'avoir des produits qui vivent plus longtemps. Hein. Tu le montres sur les tomates, évidemment. Le mélange un peu aigre-doux que ça va donner d'avoir du fruit sur du légume, c'est aussi quelque chose que tu pratiques souvent? Le sucré salé, oui, beaucoup.
On travaille énormément les vinaigres en macération. On commence à lancer la charcuterie aussi, tout ce qui est lard fumé, poisson maturé. Énormément de choses. Là, on est parti aussi beaucoup sur les boissons, donc la kombucha comme vous avez pu goûter. Et là, si vous voulez goûter, j'ai ramené un petit vin aussi de pissenlit qu'on a fait au resto il y a 2-3 semaines, conservé avec un œuf d'oie. Un œuf d'oie avec une cramaillotte. Donc cramaillotte, c'est une gelée de pissenlit. Juste l'œuf d'oie poché, coupé en deux, servi avec la cramaillotte, un petit condiment échalote et le petit vin de pissenlit juste à côté. Je sais pas, vous voulez goûter le vin de pissenlit? Bah oui, voilà, la réponse est oui. J'avais pas besoin de poser la question. Hein. Je vais ramasser le petit pois qui est tombé. Avant qu'on marche dessus. Si on marche sur les petits pois, ça va plus. Je te passe derrière. J'ai vu qu'il y avait aussi un deuxième élément de présentation là-bas. C'est important pour toi cette... dis-moi si le mot est juste ou non, mais mise en scène, ou en tout cas mise en espace du plat? Mise en scène, oui et non. Là, c'est pour vraiment, vu qu'on travaille la reine de mer, on l'a utilisé jusqu'au bout. Et tu pourrais le servir sur une assiette plate et je pourrais le servir comme ça, mais ça t'ajoute du boulot quand même. Ouais, mais je trouve que ça a plus de sens en le servant directement dans la tête de l'araignée de mer. Ça prend un peu conscience aussi qu'au final, c'est un animal quand même au début. Voilà. C'est important de faire le lien entre... alors on disait, c'est comme quand on va cueillir les légumes et on sait ce qu'on mange. On sait ce qu'on mange parce qu'on voit la tête de l'araignée. Exactement. Quand elle est dressée, on viendra la poser ici, si tu veux bien. Ouais, ça on les voit bien de là où t'es, en fait. On les voit très bien de là où t'es. Donc les fraises. Les fraises vertes, on rajoute un tout petit peu de fleur de sureau au-dessus. On va reparler tout à l'heure du sureau avec une productrice qui est ici sur le Olibel, qui est sur le marché des producteurs. C'est une plante formidable, hein, le sureau. Ça apporte des saveurs. Tu t'en sers beaucoup? Énormément. On peut faire énormément de choses. Du vin de sureau, on fait du vinaigre, la kombucha qui est juste là avec le sureau. On le fait sécher aussi après pour le garder aussi l'hiver pour faire des infusions. En beignet aussi, on fait des beignets de sureau avec râpé de chèvre affinée, le chèvre affiné qu'on prend tout de suite sur mon cavrel. Voilà. Donc ça, je vous le mets juste là. Ouais, super. Et puis on va applaudir cette deuxième assiette. Je vais enlever le bazar de Ludwig. Du café. Ça sent très très bon. Vous voulez goûter? Bah moi je vais pas goûter moi. Vous voulez pas goûter? C'est ce qu'on va faire. On va finir et puis après les gens viendront. Vous viendrez ici, on vous donnera des cuillères et vous pourrez les goûter. Hein. Je vais pas baffrer devant tout le monde tout seul non plus. Tu vas nous faire déguster maintenant le vin de pissenlit. Ouais, le vin de pissenlit. J'ai dit vin de sureau, hein, mais évidemment c'était vin de pissenlit. On peut aussi faire du vin de sureau. On peut aussi faire du vin de sureau. Tu peux nous expliquer comment on fait ça? C'est quoi un vin de pissenlit? Alors à la base, on fait un sirop qu'on additionne avec un tout petit peu de vin blanc. On fait macérer pendant 3 semaines, alors avec les pétales de pissenlit, juste les pétales, pas le côté vert, parce que ça apporte de l'amertume. Qu'on fait macérer pendant 3 semaines avec un tout petit peu d'agrumes. Alors j'ai mis quelques quartiers d'orange, quelques quartiers de citron. Derrière, on le filtre. On refait macérer derrière 3 semaines avec des pissenlits et du raisin sec. Et après, 3 semaines au frais en bouteille. Tout ça, ça représente un travail de préparation et de vision du temps où les choses seront prêtes qui est quand même incroyable. Tu as un planning toute l'année de préparation de toutes ces fermentations? Pas vraiment. Je fais comme ça vient. Comme ça vient, exactement. C'est quand même un élément de mise en place supplémentaire. Enfin, ça demande plus de boulot. Oui, mais bon, quand on aime après... le boulot, on compte pas. On compte pas, évidemment. Stéphane, tu l'as dit, ça fait quand même déjà quelques années maintenant. Ouais. Ton avenir, enfin, ce que tu attends de la suite, c'est quoi? C'est pas de te développer plus, non. C'est de continuer avec les chefs, c'est de développer encore plus de relations avec d'autres chefs. Tu disais 50-50. Ouais. Tu as envie d'aller encore plus loin dans ça? Non, je peux pas faire plus. Non, franchement, non. Là, on fait pas mal d'heures. En moyenne 10-12 heures quand même par jour, c'est le maximum. Ensuite,
La cueillette, ça prend beaucoup de temps aussi. Hein. C'est une journée et demie au moins par semaine de cueillette, uniquement de cueillette. Hein. Et ensuite, c'est de la préparation, c'est toujours de la mise en place, un peu comme en cuisine. Hein. On met en place. On enlève aussi des cultures qui sont finies. Tout ça, ça prend beaucoup de temps. Hein. Le débâchage, l'installation des gouttes à gouttes, de l'arrosage et tout ça, ça prend du temps. Donc en faire plus, non, je peux pas. Non. C'est aussi ça, l'engagement, c'est de ne pas vouloir forcément devenir plus grand. On entend rarement ça. On entend rarement des gens dire « Ah ben non, j'ai pas envie d'être plus gros, j'ai pas envie de produire plus ». En fait, je suis souvent cité en exemple. J'ai vu Laurent Mariotte il n'y a pas longtemps, Pitorin aussi, Guillaume Pitorin, pour Échapper Belle. Des émissions comme ça qui viennent vers moi. Et j'explique aussi ce que je fais. Ils visitent la serre. Ils sont parfois impressionnés de ce qu'on arrive à sortir dans une si petite surface, quoi. C'est minuscule, hein, à peine 1 hectare. Mais on arrive à faire du beau travail quand même, je pense. Ouais. Ça veut aussi dire que quand on comprend bien la terre, elle nous le rend. Je pense, ouais. Faut la respecter, ouais. Faut s'en occuper, faut l'amender, hein. Faut pas l'épuiser. Hein. Voilà. Bah, c'est sans doute la plus belle conclusion qu'on pouvait avoir. On va goûter le vin de pissenlit et puis après je vous propose de venir et de prendre des cuillères et de venir goûter. On va pas se battre, hein, on est entre amis, hein, on va faire ça gentiment. Est-ce qu'on peut applaudir s'il vous plaît Stéphane Mille, terre à terre, à la Madeleine sous Montreuil. Et puis il fait le service, il fait tout. Ludwig Ducaté au château de Montreuil, on l'applaudit aussi. Merci infiniment pour ces dégustations, pour ce moment ensemble. Je vous invite à venir ici après. On se retrouve dans une dizaine de minutes pour une table ronde qui s'appelle Itinéraire bis. On va parler d'agro-tourisme et de vente à la ferme. Merci. Un peu comme chez toi. Merci beaucoup Stéphane. À tout à l'heure dans Merci 10 à vous. minutes. Merci.